Je voulais vous remercier, je le dis à haute voix maintenant, mais vous l'avez compris. Il y a des villes dont on se souvient et Moulins, pour moi, reste un très 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 bon souvenir, sauf que c'est un souvenir inachevé dans la mesure où je n'ai pas tout vu. Voilà, donc il va falloir que je revienne, monsieur le maire, je suis désolé, mais il va falloir mettre ça au programme des prochaines conférences, si j'ai quelque chose à dire. Mais aujourd'hui, j'ai quelque chose à dire et à partager avec vous. Vous avez dû être inondé, mais si vous ne l'avez pas encore été, vous le serez par des propositions qui vont vous arriver de lire votre génome, de séquencer votre génome et d'en tirer le plus grand bénéfice pour votre santé. Et aujourd'hui, il est tout à fait intéressant qu'on puisse regarder attentivement les progrès que nous avons faits dans la lecture, la compréhension et même la modification du génome. Vous avez sans doute vu aussi dans la grande presse qu'il y a des outils qui sont utilisables déjà dès à présent dans les espèces végétales, animales et expérimentalement, j'en dirais naturellement quelques mots, chez l'embryon humain, avec des réserves que vous pouvez imaginer et qui sont d'ailleurs très intéressantes maintenant à étudier de près, puisque le Conseil consultatif national d'éthique a donné son avis à la fin septembre. Et donc cette conférence est tout à la fois une conférence technique, une conférence pour un sujet de société, avec des incidences évidemment et philosophiques et éthiques. Alors, on va commencer par le technique. Le technique, c'est la molécule d'ADN. La molécule d'ADN, vous l'avez vu, la double hélice, etc. Elle fascine. Elle fascine même Anselme Kiefer, qui au passage était titulaire de la chaire de création artistique au Collège de France pendant 1 an. Et vous voyez cette hélice enroulée qui est la structure de l'ADN avec finalement une simplicité déconcertante qui a été découverte par Watson et Crick en 1953. Donc c'est pas si vieux. Et cette structure, on la connaissait dans sa globalité, mais dans son intimité, il a fallu attendre un bon moment pour que l'on puisse décrypter tous les gènes, toute la lecture complète de l'ADN d'un individu, des espèces animales et des espèces végétales. Car ce qu'il y a de tout à fait remarquable, c'est que c'est le même ADN qui se trouve dans ces 3 espèces. Autrement dit, il y a un code universel commun. Quelques grands scientifiques comme Claude Bernard avaient pensé qu'il y avait finalement une structure commune à l'ensemble des espèces vivantes. C'est le cas. Chez nous, nous avons 3 milliards de paires de bases, donc c'est une lecture complexe, comme vous l'imaginez, qui ne code que pour 21 000 gènes. C'est-à-dire qu'il y a une énorme disproportion entre le nombre de paires de bases et le nombre de gènes qui pourraient être codés. Il n'y a en fin de compte que 2% codés. Quand on les code, c'est-à-dire qu'ils vont s'exprimer sous la forme de protéines, qui sont les éléments constituants de nos cellules, du sang, etc. Et donc 98% d'ADN qui ne code pas, qui n'est pas traduit en protéines, mais ce n'est pas pour autant un ADN poubelle. On a longtemps pensé que c'était un junk DNA. Ça n'est pas le cas. C'est pas un ADN poubelle pour au moins 50%, 50 à 60%. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de cet ADN des séquences qui vont influencer l'expression des gènes, c'est-à-dire le niveau auquel va être traduit, transcrit et régulé les protéines. Alors, entre nous, nous avons que finalement une infime différence. Si on regarde votre ADN et le mien, normalement, il n'y a qu'une différence de 1 pour 1000. Donc, c'est vraiment très, très faible. Entre l'homme et le primate, c'est 1%. Donc, c'est là aussi très, très faible. Dans certaines espèces, comme les souris, par exemple, on a une différence souris-souris qui est bien plus importante. Le taux de mutation spontanée est important à connaître. Pourquoi? Parce que ça veut dire que nous ne sommes pas fixes. Notre DNA évolue avec le temps. Il est naturellement sensible aux radiations. D'ailleurs, c'est pour ça que on vous dit bien de ne pas vous exposer au soleil de façon inopinée ou trop importante, car on risque un mélanome du fait de mutations induites par les UV.
mais les rayons X et aussi un certain nombre d'agents que l'on peut trouver spontanément dans la nature, mais aussi les agents chimiques que nous produisons, peuvent entraîner des mutations. Donc, si vous voulez, il y a ces mutations spontanées, quoi qu'on fasse, et qui sont très importantes, parce qu'elles vont expliquer la diversité génétique. Cette diversité génétique qui est essentielle pour comprendre la suite. Alors, l'ADN est compacté dans des chromosomes. Voilà une carte de chromosomes. Chez la femme, il y a 22 paires de chromosomes plus les chromosomes sexuels féminins XX, et chez l'homme, les mêmes 22 paires et une différence X, Y, ça vous le savez. Et lorsque l'organisme va produire des gamètes, c'est-à-dire un ovule, un spermatozoïde qui vont se rencontrer pour former l'œuf, le zygote, le premier œuf unicellulaire, eh bien, ces gamètes vont comporter un jeu de chromosomes et non pas deux, de même que le spermatozoïde, un jeu de chromosomes et non pas deux jeux de chromosomes. Ce qui fait que lors de la fécondation, vous avez un jeu de chromosomes qui provient de la mère, un jeu de chromosomes qui devient du père. Et donc là, vous avez l'origine majeure de la diversité entre nous, puisque là, il y a réellement un chamboulement, en quelque sorte, de chromosomes, et nous héritons à la fois d'un chromosome paternel et d'un chromosome maternel. Alors, il y a des croisements qui sont plus ou moins heureux. Ça, c'est, comme vous voyez, l'hérédité, avec une femme qui hérite en quelque sorte des traits de ses géniteurs. Alors, ce que nous appelons, nous, le phénotype, c'est justement l'apparence physique, mais aussi l'apparence plus intime, cellulaire ou même sanguine, par rapport au génotype, qui est donc réellement la structure de l'ADN dont je viens de vous dire quelques mots. Alors, le point important, et je vais passer une minute, pas plus, mais quand même là-dessus, c'est de savoir qu'il peut y avoir dans nos gènes des mutations qui entraînent des maladies. Mais il faut bien distinguer deux choses. Ce que l'on appelle les maladies autosomiques dominantes, autosomiques, ça veut dire qu'ils sont transmises par les chromosomes, les 22 chromosomes, pas les chromosomes sexuels. Il y a des maladies qui sont dépendantes des chromosomes sexuels. La maladie, la transmission autosomique n'est donc pas dépendante de cela, mais des autres chromosomes. Eh bien, il suffit d'un chromosome, qu'il soit paternel ou maternel, en haut, c'est le chromosome paternel qui est affecté, eh bien, avec la recombinaison qui existe lors de la méiose et ensuite à transmission dans l'œuf, vous voyez qu'il va y avoir un patient sur deux, affected child, qui va être affecté par la transmission autosomique dominante du gène malade. Autrement dit, pour une maladie grave, comme la choroïde de Huntington, qui est une maladie épouvantable. Pour le cancer du sein héréditaire, qui, Dieu merci, c'est 1 ou 2% des cancers du sein. On met toujours ça en avant, mais c'est quand même pas un cancer si fréquent que cela. Et pour la choroïde de Huntington, pour la polykystose rénale, qui est aussi une maladie, mais qui s'exprime tardivement, avec laquelle on peut vivre, eh bien, vous avez une transmission dominante. Donc, quand le père et la mère se savent porteurs d'un gène polykystose ou choroïde de Huntington et qu'ils se retrouvent ensemble, il suffit que le père ou la mère soient présents et qu'un seul gène va entraîner la maladie. En revanche, il faut que les deux gènes, et du père et du mère, soient atteints pour avoir ce qu'on appelle une transmission récessive. Une transmission récessive sont des maladies assez fréquentes, comme la mucoviscidose, c'est quand même un cas sur 1200 à peu près naissance, c'est donc pas négligeable. La drépanocytose, qui est une maladie sanguine héréditaire récessive. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait le gène malade qui soit porté et par le père et par la mère. Et étant donné qu'il y a une duplication du chromosome, il y a une possibilité qu'il y ait, dans 75% des cas, des patients qui ne soient pas affectés, pour, comme vous le voyez en bas et à droite, un cas sur 4
de patients qui vont être atteints de la mucoviscidose, de la drépanocytose ou d'autres maladies de ce type. Donc vous voyez, c'est très, très important puisqu'il y a un risque qui diffère en fonction des deux types de transmission. Dans le cas des maladies autosomiques dominantes, on a plusieurs maladies graves, même certaines très graves. Mais en fait, les plus fréquentes sont les maladies autosomales récessives, qui sont des maladies que l'on trouve à peu près dans, disons, 1 cas sur 100 de la population générale est porteur, sans le savoir, d'un gène malade. C'est-à-dire que vous et moi, même si vous n'avez pas eu dans votre famille de mucoviscidose, vous pouvez être porteur du gène de la mucoviscidose sur un de vos chromosomes. Et comme ce n'est pas une maladie dominante, si vous ne vous mariez pas avec une femme qui est porteuse, elle aussi, du gène de la mucoviscidose, vous n'aurez pas d'enfant atteint de la mucoviscidose. Si vous vous mariez avec elle, eh bien, vous avez quand même une chance sur 4 d'avoir un enfant porteur de la mucoviscidose. Et d'autre part, il y a sur une famille de 4, vous avez quand même 2 patients qui s'appellent carrier child, c'est-à-dire des patients qui vont être porteurs du gène, comme vous, mais qui ne le savaient pas ou qui ne le sauront pas si on ne fait pas un test génétique dans ce sens. Et donc vous voyez très bien où je veux en venir. C'est qu'aujourd'hui, on observe, on regarde, mais on ne peut pas prédire. Mais aujourd'hui et pratiquement demain, vous pourrez prédire, on peut prédire en faisant une étude des génotypes et savoir quels sont effectivement les patients qui sont porteurs sains du gène et qui risquent de le transmettre s'ils se marient avec une femme porteuse saine. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est pour ça que j'ai passé un tout petit peu de temps sur ce sujet. Alors, si vous voulez, pour les étudiants qui sont là, c'est assez simple au départ. On se dit, moi j'ai vécu comme ça au départ, la biologie moléculaire. Il y a un gène, un ARN, une protéine, un phénotype. Un gène qui peut être muté, un ARN, une protéine qui va être défectueuse, un phénotype égale une maladie. Alors c'est ce qu'on appelle les maladies monogéniques parce qu'il n'y a qu'un gène, en fin de compte, qui est responsable. Et d'autre part, dans ces maladies, je dirais que l'effet de l'environnement est relativement faible et que la maladie s'exprime de façon claire. En revanche, dans les maladies complexes, nous avons affaire à une situation beaucoup plus difficile, beaucoup plus inextricable. Je prends l'exemple de l'hypertension que je connais bien, ou de l'hypercholestérolémie, ou de l'infarctus du myocarde. Voilà. Vous avez un gène d'abord qui peut coder pour différents types d'ARN messagers. On complexifie. Et puis, il peut y avoir à partir du même ARN messager plusieurs protéines. Donc, vous voyez, il y a une cascade de complexité et tout ceci aboutit à beaucoup de phénotypes. D'autre part, dans les maladies complexes, on a en fait affaire à des maladies que l'on appelle polygéniques. Polygéniques, c'est-à-dire que plusieurs gènes vont influencer le phénotype. Je prends l'hypertension. Si vous voulez, dans la salle là, vous devez bien avoir à peu près 25 à 30% statistiquement de gens qui ont une hypertension où il y a une part familiale, génétique. Et ça se montre avec des études classiques. Maintenant, quand on a débuté avec mes collègues généticiens le travail sur l'hypertension génétique humaine, on s'est dit, il n'y a pas un gène de l'hypertension, mais il y en a peut-être 4, 5, 6, allez, on va aller jusqu'à 10. On est parti sur cette hypothèse-là, tout faux, tout faux. À l'heure actuelle, il y a des techniques qui nous permettent de savoir qu'il y a des centaines de gènes qui interviennent pour une toute petite part sur le niveau de la pression artérielle. Et ce que je vous dis là est vrai pour le cholestérol, est vrai pour l'infarctus du myocarde, pour beaucoup d'autres choses. Si bien que, quand vous voyez dans la grande presse, on a trouvé le gène de l'obésité, on a trouvé le gène de l'hypertension ou de Dieu sait quoi, c'est faux. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. On a affaire à ce qu'on appelle une génétique quantitative, parce qu'on peut quantifier l'effet de chaque gène, mais il est tellement minime que nous avons du mal à pouvoir prédire pour autant
quel sera l'effet dans la descendance des gènes que nous pouvons trouver. Donc c'est vraiment essentiel de bien voir cela. Alors tout change à l'heure actuelle du fait du séquençage. Moi j'ai la chance d'avoir connu finalement une révolution, deux révolutions. Alors en 53 j'étais quand même un peu jeune pour suivre Watson et Crick, mais enfin Watson est toujours vivant et je l'ai rencontré il y a peu de temps au Collège de France, c'était très émouvant. 53, Watson. 2003, donc 50 ans plus tard, eh bien la séquence complète du génome est connue. Les 3 milliards de paires de bases. Ça a coûté des centaines et des centaines de millions. Il y a eu l'industrie privée et l'industrie, enfin l'ingénierie publique qui se sont rués pour, en l'espace de 10 ans à peu près, aboutir à la séquence complète du génome humain. Aujourd'hui, il y a à peu près 3000 génomes différents séquencés. Alors, je ne sais pas si le génome des palmiers qui se trouvent sur la place ont été séquencés, mais il y a beaucoup de séquences qui ont été faites dans le maïs, le riz, etc., chez les animaux, beaucoup d'animaux, et chez l'homme, et beaucoup d'hommes ont été séquencés. Alors, ceci peut se faire de différentes façons. On peut, quand je dis le génome a été complètement séquencé, c'est réellement que les 3 milliards de bases l'ont été. Ceci dit, pour la pratique courante, on n'a pas besoin de toute cette information. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de bases qui ne servent à rien. C'est-à-dire qu'il y a quand même 60 à 70% qui peut-être ont une certaine importance, mais il n'y a que 2% vraiment qui vont être directement responsables de maladies que l'on a pu repérer. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on se limite souvent, et c'est pas toujours évident quand on n'est pas dans le métier, à ce qu'on appelle un séquençage d'exomes, c'est-à-dire qu'on va regarder simplement les parties codantes du DNA. Le coût, alors là, c'est fabuleux. C'est pour ça que les choses deviennent vraiment extrêmement importantes. C'est que pour 100 à 200 euros ou 200 dollars, vous avez la possibilité d'avoir un exome. Et pour un millier de dollars à peu près, vous avez pratiquement une séquence complète. Pourquoi? Parce qu'il y a des séquenceurs qui sont extrêmement performants, qui permettent de faire le travail. C'est le travail de lecture. Mais si vous voyez le travail de lecture, ça veut dire quoi? A, G, T, T, C, G, A, etc. C'est-à-dire les bases qui changent dans la structure du génome. Ce qui ne veut pas dire grand-chose. Donc il faut comprendre. Et tout est là. Mais ça n'empêche pas qu'on vous offre, si vous voulez, la lecture, la compréhension, on vous l'offre, je dirais, de façon très médiocre. Mais vous avez des boîtes comme Ancestry DNA, qui a 7 millions de données génétiques, à 23andMe, 23 c'est les 22 plus les chromosomes, la paire de chromosomes sexuels, de données génétiques, et qui disent prédire pour 10 maladies, Alzheimer, Parkinson. Si vous avez entendu ce que je viens de dire, l'Alzheimer, on ne peut pas le prédire, parce que ce n'est pas un gène, c'est de nombreux gènes, des facteurs d'environnement. Le plus connu que vous connaissez comme facteur d'environnement, c'est l'âge. Mais aussi un certain nombre d'autres facteurs qui interviennent. De même pour le Parkinson. Oui, il y a quelques maladies monogéniques responsables du Parkinson, sur lesquelles s'appuient ces organismes privés pour dire on va vous prédire le Parkinson. En fait, on vous prédit les 2 ou 3% de maladies de Parkinson qui sont dominantes. Mais la plus fréquente des maladies de Parkinson échappe, si vous voulez, à notre sagacité à l'heure actuelle, à notre lecture du génome. Et naturellement, tout ceci pose des problèmes éthiques sur lesquels je reviendrai. Ça pose quand même un sacré problème, parce que si vous envoyez, après avoir gratté l'intérieur de votre joue, un petit écouvillon aux États-Unis pour faire ce séquençage, à 23andMe par exemple, vous donnez quand même des données cruciales. Alors évidemment, ils vont vous dire que c'est traité de façon extrêmement confidentielle. Mais il y a une petite coche disant, est-ce que vous voulez participer à la recherche? Oui, d'abord, vous faites votre propre recherche, puis en même temps, vous dites que ça va aider tout le monde. Sauf que vos données vont être vendues. Les données de 23andMe ont été vendues à 2 ou 3 gros laboratoires pharmaceutiques pour 300 millions de dollars. Vous ne les voyez pas, vous ne savez pas ce qu'ils font de vos données. D'autant plus qu'on vous demande en même temps, on vous demande votre échantillon, de donner votre taille, votre origine géographique, etc., etc. Donc vous voyez très bien, je suis très critique parce que
Après, vous pouvez me dire, mais quand même, vous exagérez, parce que c'est vrai que ça permet de faire avancer les choses, vous allez le voir tout à l'heure. Mais enfin, il faut quand même savoir que même si on a un registre de protection des données, le RGPD, vous avez quand même là une brèche indiscutable. Quand on voit le trafic des données, je pense qu'il faut quand même être très méfiant. Alors à quoi ça sert? Ben, d'abord, ça sert à diagnostiquer les maladies rares. On a à l'heure actuelle 7 à 8 000 maladies rares. Donc, des maladies qui sont pas si rares que ça si on les globalise. Ça fait à peu près en France 2 millions de patients atteints de maladies rares. Or, c'est très difficile de diagnostiquer une maladie rare parce que justement un médecin donné va voir très rarement un patient. Et donc, il va errer dans son diagnostic, ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Donc là, c'est un patient jeune, parce que malheureusement, ces maladies rares sont très souvent génétiques et s'expriment souvent très tôt dans l'enfance, voire la prime enfance. Eh bien, pour s'en sortir, il peut faire justement une séquence complète du DNA, et à ce moment-là, avec une aide, bien entendu, de spécialistes, il va pouvoir repérer la maladie rare en cause. Donc c'est très utile. Là, vraiment, c'est très utile. La médecine préventive. Alors, je vous ai dit un mot sur ce que j'en pensais pour le test que vous proposent les officines comme les officines américaines. Sachez qu'il y en a au moins une quinzaine à l'heure actuelle. Qu'il y a à peu près 12 millions d'Américains qui ont mis leurs données de cette façon-là bien. Pour un résultat qui, je crois, est modeste. Le cancer du sein est un peu particulier parce que si on a une famille atteinte d'un cancer du sein de façon claire, avec une expression chez une femme jeune, eh bien là, on peut bénéficier du diagnostic. Mais là, on ne fait pas tout le tour du génome. On regarde les deux gènes qu'on appelle BRCA1 pour Breast Cancer 1 et Breast Cancer 2. Là, on regarde ces deux gènes-là et on regarde s'il y a ou non une mutation qui peut se trouver chez les ascendants, les descendants, la fratrie. Donc là, c'est très utile. Et après, il y a une décision naturellement à prendre. Alors, troisième point, les tests préconceptionnels. Là, on est dans un sujet qui est chaud et qui est actuel. Vous m'avez suivi pour la mucoviscidose, le fait que vous pouvez être porteur sain, ou l'avoir, mais être porteur sain et l'ignorer. Et il y a environ, comme je vous l'ai dit, entre 1 sur 50 et 1 sur 100 de porteurs sains. Et là, si on est une centaine, il y en a un qui peut très bien être complètement ignoré et qui peut avoir envie, voilà, d'avoir un enfant avec madame ou monsieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, en France, il n'est pas permis de faire des tests préconceptionnels. Autrement dit, envoyer son DNA aux officines américaines, comme je vous l'ai dit, c'est frauduleux. Vous pouvez être taxé de quelques milliers d'euros. C'est pas permis. C'est permis aux médecins sur indication particulière et aux juges pour des raisons que vous pouvez comprendre de police et de suivi éventuellement d'un crime ou de quelque chose d'équivalent. Aujourd'hui, il est possible de se dire que les gens qui pourraient penser qu'il y a une maladie récessive dans la famille, qui serait utile pour eux avant de se marier, de savoir s'il l'a et si le conjoint, le futur conjoint, l'a aussi. C'est quelque chose qui a été débattu par le comité d'éthique, qui est assez ouvert à cette possibilité après consultation spécialisée. D'accord? Mais enfin, le comité d'éthique voudrait lever la barrière qui existe, la barrière légale qui existe aujourd'hui. C'est un questionnement politique parce qu'il y a des maladies récessives graves. La mucoviscidose est grave. On a quand même doublé l'espérance de vie. On est passé grosso modo de 25 ans, oui, à peu près 25 ans à 50, 60 ans. Enfin, quand même, hein. Et au prix réellement, je dirais, d'une surveillance, d'une antibiothérapie, quelquefois d'une greffe pulmonaire. Donc, si vous voulez, c'est quand même une question. Mais pour la drépanocytose, qui est l'anémie falciparum, ou pour la thalassémie, qui est une maladie grave du sang aussi, il y a des régions où ces maladies sont particulièrement fréquentes, notamment dans le bassin méditerranéen ou en Afrique, dans certains pays africains. À ce moment-là, il y a certains pays qui ont pris la décision de permettre d'encourager même le diagnostic préconceptionnel.
Ce qui fait que la maladie, la drépanocytose par exemple, a pratiquement disparu à Chypre, en Grèce, en Italie, en Sardaigne, où il y a eu une politique assez volontariste, qui est une politique, il faut bien le reconnaître, qui est à visée eugénique. Hein. Alors on peut dire, on peut en discuter, mais enfin, vous voyez, on va dans un sens précis dire à la population, vous risquez, même si dans votre famille vous n'avez jamais eu d'antécédent de drépanocytose, vous risquez, en épousant une autre personne de la même région, d'avoir cette affection. Donc on vous conseille cela. Alors c'est pas eugénique complètement, dans la mesure où on ne va pas supprimer un embryon, mais enfin on oriente quand même fortement la décision. Et si le couple décide d'avoir un embryon, à ce moment-là, il peut avoir affaire à un diagnostic prénatal ou préimplantatoire, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut aller plus loin, voir si l'embryon est porteur ou non de la mutation. Donc vous voyez, les choses s'enchaînent. Et le diagnostic prénatal est aussi une possibilité, notamment dans la trisomie 21, de pouvoir repérer les patientes qui, au cours de leur grossesse, risqueraient d'avoir un mongolisme, un enfant atteint de mongolisme. Alors ça, c'était le côté diagnostique. Il y a aussi le côté thérapeutique, qui est lorsque l'on a un cancer, là je ne parle plus d'un cancer d'origine génétique, mais une tumeur qui se produit, on peut d'abord regarder s'il n'y a pas une mutation au niveau germinal, c'est-à-dire une mutation qui se trouverait dans toutes les cellules de l'organisme et qui serait responsable du cancer. Il y a des cancers d'origine génétique, il n'y a pas que le cancer du sein, il y en a d'autres, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas. En revanche, on peut regarder sur la tumeur elle-même les mutations somatiques. C'est-à-dire que ce sont des mutations qui vont ne s'exprimer qu'au niveau du tissu tumoral lui-même. Et à ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une batterie de traitements qui se développe, traitements à base de molécules ou traitements aussi à base d'anticorps qui permettent de cibler la thérapeutique en fonction du type de cancer. Donc là, vous avez indiscutablement un guidage du traitement qui peut être fait grâce à cela. Et puis là, vous avez la recherche. Là, c'est absolument un domaine plus réservé, je dirais, aux scientifiques, mais qui peut intéresser, je pense, réellement le grand public pour la génétique des populations. On est capable, à l'heure actuelle, ce sont des articles qui sortent pratiquement très régulièrement dans les meilleures revues. Vous voyez arriver, par exemple, un article qui vous dit il y a une migration bantoue qui a colonisé l'Ouest africain entre les années moins 6000 et moins 7000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez une précision mais absolument fantastique. Et puis vous avez certainement suivi aussi un petit peu ce qui se passe en paléogénétique, c'est-à-dire que l'ADN a comme particularité d'être extrêmement résistant. Et donc il est capable de résister au fil des ans et avec des techniques évidemment très sophistiquées, on est capable de repérer maintenant que chez pratiquement même un moulin, les moulinois ont 1 à 2% de néandertal dans leur gène. Ce n'est pas une exception, mais si vous regardez d'autres pays comme l'Asie, il n'y a pas de néandertal, parce qu'il n'y a pas eu de migration de néandertal en Asie. En revanche, les Asiatiques ont eu, je dirais, des enfants, c'est-à-dire des Homo sapiens, qui se sont croisés avec ce qu'on appelle des Denisoviens, petites fractions dominées très proches de nous, un peu comme Néandertal et nous, et donc il y a eu un croisement fructueux qui aboutit à des enfants. Donc vous voyez, on est capable de revenir en arrière de façon assez fabuleuse. Et je pense qu'on est au début seulement. Alors, il y a enfin d'autres applications qu'on appelle récréatives. Les gens se disent, après tout, si je pouvais retrouver ma généalogie. Alors, justement, la 23andMe, étant donné qu'ils ont des millions d'arbres généalogiques, ils peuvent repérer, si vous donnez votre ADN chez eux, ils peuvent repérer dans leur base de données, alors je ne dis pas le traitement informatique, c'est horriblement complexe, mais maintenant on a les ordinateurs pour le faire et les algorithmes pour réaliser tout cela, on peut repérer à ce moment-là la possibilité que l'on ait un ancêtre lointain qui se trouve en Islande ou je sais où. Et comme les Américains sont très férus de généalogie, vous savez, il y a plein de sites, etc.,
pour eux, c'est une aubaine supplémentaire que de pouvoir tracer en quelque sorte leur généalogie. Alors, on va encore plus loin parce que on peut avec cela aller très loin au niveau de la police. Malheureusement, je n'ai pas eu encore l'occasion de visiter un laboratoire de génétique de la police nationale. Je le souhaite parce que ils ont des techniques qui sont absolument fabuleuses pour repérer d'abord un fragment d'ADN avec 3 fois rien. Ça, c'est une chose qui est spectaculaire et qu'on peut comprendre. Mais en plus, ils sont capables à l'heure actuelle, en étudiant certains segments de l'ADN, de dire quelle est l'origine géographique de l'individu, quelle est sa taille, parce qu'il y a des gènes qui déterminent ça, la couleur de ses yeux, sa tendance à être chauve ou pas, et même l'âge. Alors vous me dire, mais l'âge, vous débloquez, parce que l'âge, c'est pas dans l'ADN. Eh bien si, parce que l'ADN peut subir des modifications qu'on appelle épigénétiques. La génétique, c'est l'ADN, et épigénétique, c'est au-delà. Eh bien, ces modifications épigénétiques, ils sont capables apparemment de les repérer, ils ne nous donnent pas tous leurs secrets, mais ça permet, comme elles se développent au fur et à mesure de l'âge, de repérer s'ils ont a priori un portrait robot d'un individu de 40 à 50 ans, avec des yeux bleus, qui vient de tel endroit, etc. Donc vous voyez, c'est très important, et je crois que c'est le Conseil d'État a permis d'utiliser ces fichiers robots élaborés tout récemment pour rechercher des criminels. Mais il faut savoir qu'ils ont 3 millions déjà d'empreintes génétiques dans leurs fichiers. Donc si vous voulez faire des dégradations sur la place, sachez que si vous vous écorchez le doigt, il peut vous arriver des bricoles parce que les outils mis à la disposition des policiers sont redoutables. Je vais terminer dans le quart d'heure qui suit à peine, de façon à laisser la place aux discussions, à quelques mots sur modifier le génome humain. Ce n'est pas tout. Là, on a fait le diagnostic, on a essayé de lire, vous avez compris que la compréhension de l'ADN, c'est pas simple, mais c'est extrêmement instructif. On peut faire une thérapie génique. Alors, elle existe en fait, la thérapie génique classique. On dit classique alors qu'elle ne date que de 15-20 ans au maximum. Elle a d'ailleurs débuté en France avec mon ami Alain Fischer, qui m'a remplacé au passage au Collège de France sur la chaire de médecine expérimentale, pour les grands déficits immunitaires, vous savez, les bébés bulles, à qui on injecte dans les cellules, dans les globules blancs qui sont déficitaires, un gène qui leur manque, de façon à réparer, c'est une addition, voilà. Et puis aussi on peut, vous l'avez vu sans doute dans les journaux, ça a eu beaucoup de retentissement parce qu'il y a un prix Nobel donné pour l'immunothérapie du cancer, on peut faire le même type de stratégie pour l'immunothérapie du cancer. Donc ça c'est quelque chose qui est bien établi, mais ce dont on va parler, c'est ce qu'on appelle l'édition du génome, c'est-à-dire la possibilité d'être beaucoup plus fin et d'aller réparer, modifier le génome à un endroit très précis, ce que ne fait pas la thérapie génique classique. La thérapie génique classique, on injecte avec un vecteur, habituellement un virus qui a été modifié, on injecte le gène pour qu'il s'exprime dans les cellules que l'on cherche à ainsi compenser de leur déficit. L'édition du génome par CRISPR-Cas9, c'est autre chose. C'est autre chose qui est récent. Donc, tout ce que je vais vous dire est en pleine évolution. Ça a été considéré comme la découverte du siècle par beaucoup de gens, et notamment en 2015. Il y aura certainement un prix Nobel qui sera donné à Jennifer Doudna et à une de nos compatriotes, Emmanuel Charpentier, et aussi à quelqu'un qui travaille à Boston. Ça permet, comme ces ciseaux l'indiquent, de couper l'ADN à un endroit très précis. C'est là que se trouve toute l'astuce. On va couper l'ADN à un endroit très précis, et à partir de cette coupure, soit on va la réparer, mais de façon un peu aléatoire, de façon à inactiver le gène qu'on a coupé, soit on va être extrêmement précis, on va mettre le gène que l'on souhaite à l'endroit de la coupure. La première technique est quand même assez simple à faire, entre guillemets. La deuxième technique de mettre à la place le bon gène est moins évidente. Et quelquefois, la première stratégie suffit. Et ça a des applications naturellement thérapeutiques chez l'homme,
mais aussi chez l'animal, et aussi chez le végétal. Mais ça pose des questions qu'on va aborder, mais surtout je préférerais durant la discussion, puisque ce sont des génomes que l'on va pouvoir modifier, avec la grande question de savoir si on va modifier ça chez quelqu'un d'adulte, ou si on va modifier ça chez l'embryon, et donner à la possibilité de l'embryon, au niveau de ses cellules germinales, d'avoir une correction qui va se transmettre ensuite à la descendance. Donc là, il y a un point extrêmement précis. Soit c'est une thérapie somatique, c'est-à-dire chez un individu constitué ça ne va pas modifier ses gamètes, ça ne modifiera pas la possibilité de transmettre un génome modifié, mais on peut le faire beaucoup plus tôt. Et c'est le débat éthique. Alors, c'est pas un débat éthique nouveau, hein. Si vous vous rappelez de Blade Runner, de Ridley Scott, si vous vous rappelez Bienvenue à Gattaca, vous vous rappelez le couple qui choisit quelqu'un avec les yeux bleus, etc. Ça fait partie un petit peu des mythes et des fantasmes. Donc, beaucoup de gens, à partir de là, fantasment, à mon avis, parce que d'ici à ce qu'on arrive à modifier le génome comme cela, d'après ce que je vous ai dit, vous avez, je pense, compris que pour modifier ne serait-ce que la taille de quelqu'un, qui est quand même très fortement héritable, eh ben c'est des dizaines et des dizaines de gènes. Donc lequel? Donc vous voyez bien la difficulté. Mais enfin, ça n'empêche pas que les gens se disent, ça c'est Boris Karloff, on va créer des sortes de robots humanoïdes dramatiques. Donc voilà, l'homme augmenté, l'homme transformé, le transhumanisme. Moi, je ne parlerai pas de ça. Je vais parler de choses plus techniques, plus sérieuses et plus de la réalité. Parce que effectivement, le point important, c'est bien distinguer le somatique du germinal. On ne va pas parler du génome mitochondrial, qui est une autre affaire. Il y a aussi des maladies qui sont dues à des altérations du génome mitochondrial, et il y a des thérapeutiques exceptionnelles qu'on peut utiliser pour cela. Voilà. Donc, on va passer là. CRISPR-Cas9, ben, c'est un système de défense naturelle. Donc, d'emblée, il faut bien savoir qu'on n'a pas construit complètement quelque chose de novo. En fait, on a utilisé la nature. C'est du biomimétisme, en quelque sorte. Dans la mesure où les bactéries, elles aussi, se défendent contre des agresseurs. Les agresseurs sont les phages, c'est-à-dire des petits fragments d'ADN qui vont, les bactériophages, comme son nom l'indique, bactéries qui mangent des phages qui mangent des bactéries, et c'est pour se défendre qu'elles ont, c'est incroyable, les bactéries, des êtres monocellulaires, des prokaryotes, elles ont mis au point un système extrêmement sophistiqué que nous, en 2018, nous utilisons. Vous vous rendez compte quand même, c'est beau la vie quand même, c'est formidable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est très simple. Ces bactéries reconnaissent le phage, l'intrus. Ils ont développé un système qui leur permet de détruire l'ADN du phage en le coupant à un endroit précis et en gros en l'inactivant. Et c'est ce que nous faisons. Voilà la technique. Vous avez l'ADN avec sa structure en double brin. Vous avez en bleu indiqué la protéine, la protéase, c'est la nucléase qui va couper le génome, qui s'appelle Cas9. Et elle est très spécifique parce que vous voyez en violet le guide RNA. Le guide RNA va s'hybrider très spécifiquement au niveau de l'ADN que vous voulez couper, au niveau de l'ADN qui code pour l'ARN messager, qui code pour la protéine. Vous voyez bien, c'est assez simple dans la mesure où la spécificité est induite par le guide de l'ARN, la nucléase vient faire le boulot, ensuite de quoi il y a une réparation, au petit bonheur la chance, mais le gène est inactivé, ou si vous voulez être plus précis, vous avez un DNA donneur qui est indiqué en vert, que vous introduisez pile à l'endroit du gène qui a été coupé pour avoir le bon gène, et ceci se fait aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Ça a été utilisé dans les animaux d'élevage. Déjà, encore, il y a des animaux qui ont été modifiés génétiquement. Pourquoi? Par exemple, pour obtenir des aliments moins allergènes, on a inactivé le gène de la bêta-lactoglobine dans les embryons bovins. Pardon, excusez-moi. Voilà. On a inactivé aussi des gènes comme l'ovalbumine ou l'ovomucoïde, qui sont des gènes dont les protéines peuvent être allergisantes.
chez certains. Et donc, ceci a été fait chez un œuf embryonné, c'est-à-dire un œuf fécondé. Et d'autres animaux d'élevage peuvent être aussi modifiés génétiquement. Par exemple, je prends un exemple qui est l'édition du gène sans cornes. Il y a spontanément dans la nature des bovins, notamment les bovins à viande, qui n'ont pas de cornes. Moi, je ignore ça complètement, bien sûr, mais vous savez peut-être ça. Donc, ces animaux existent et évidemment, il y a une sécurité pour eux, d'abord, pour l'éleveur aussi, d'avoir des animaux de ce type. Sauf que chez les bovins laitiers, cette mutation est absolument exceptionnelle. Et que donc, par croisement, obtenir des bovins sans cornes est très difficile. Avec cette technique-là, vous pouvez en 2 générations pratiquement avoir les animaux que vous obtiendriez autrement après des années et des années de croisement. Donc ça, c'est chez le bovin, mais aussi c'est vrai chez le porc. Chez le porc, c'est intéressant parce que le porc a des organes qui ressemblent à ceux de l'homme. Par exemple, le rein et encore plus le cœur du porc est un cœur très semblable à l'homme, et on aimerait faire ce qu'on appelle des xénotransplantations, c'est-à-dire des transplantations d'organes d'animaux comme le porc pour pouvoir pallier le manque malheureusement de greffons cardiaques. Le problème, c'est que le porc est très sensible à des infections virales, et puis il y a des allergènes, hein, évidemment. Si vous mettez de la peau du porc sur votre propre peau, elle sera rejetée. Donc l'idée qui est en cours à l'heure actuelle, c'est d'éliminer par CRISPR-Cas9 les allergènes chez le porc et d'éliminer les récepteurs cellulaires qui vont reconnaître les séquences virales auxquelles le porc est susceptible d'être soumis. Alors, un mot pour la thérapie génique somatique. En fin de compte, on fait là quelque chose qui est tout à fait similaire à ce que je vous ai montré ou indiqué pour les déficits immunitaires. Simplement, on utilise CRISPR. Donc là, vous avez une série d'applications possibles dans les hémopathies, dans les maladies infectieuses, dans le cancer, j'en ai dit un mot. Et à ce moment-là, les projets sont examinés par l'Agence nationale de sécurité des produits médicamenteux. On peut le faire soit ex vivo, soit in vivo. Maintenant, sur la... pardon. Je m'excuse, mais c'est très sensible. Voilà. On peut le faire maintenant aussi, et ça c'est le point important, pour la thérapie germinale chez l'homme. On peut faire des études qui n'ont pas comme but de prendre l'œuf embryonné, modifier et l'implanter dans l'utérus féminin pour qu'il se développe. On peut le faire pour comprendre pourquoi il y a autant d'avortements spontanés et quels sont les gènes qui sont indispensables au développement embryonnaire précoce. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de fausses couches, beaucoup d'avortements spontanés. Et que pour pouvoir comprendre ce qui se passe, il peut être nécessaire, et ces études démarrent maintenant, de repérer un certain nombre de gènes candidats qu'on va modifier avec la technique CRISPR. On va modifier cela au niveau de l'œuf à 1, 2 ou 4 cellules, d'accord? Et on va voir ce qui se passe. Donc c'est une recherche qui n'a pas pour but d'introduire l'œuf ainsi transformé chez la femme pour qu'il se développe et donne un fœtus. Pas du tout. C'est pour essayer de comprendre ce qui se passe in vitro. Donc là, on est en présence d'une recherche pour comprendre, en quelque sorte, le développement tout à fait à son origine de l'œuf et pouvoir y remédier s'il y a effectivement des gènes sur lesquels on peut agir. Alors, évidemment, cette technique, elle est intéressante aussi pour essayer d'éradiquer les maladies graves au moment où l'embryon est accessible, c'est-à-dire à 2, 4 ou 8 cellules. C'est-à-dire au moment où l'embryon est cultivé avant d'être ensuite injecté
dans l'utérus de la femme, c'est-à-dire à la suite d'une fécondation in vitro et avant l'introduction dans l'utérus féminin. Alors, rien n'a été fait dans ce sens-là pour l'instant. C'est interdit, soyons clairs, en France, en Europe, aux États-Unis, en Chine et dans tous les pays. Il peut y avoir des pays déviants. Il peut y avoir ce qu'on appelle des expériences dites de garage, c'est-à-dire des techniques qui ne sont pas tellement difficiles. Il peut très bien y avoir quelqu'un qui se mette à faire quelque chose dans son garage et qui va diffuser une technologie qu'il mettra à la disposition de gens malheureux qui ont effectivement le risque d'avoir un fœtus avec une maladie gravissime. En tout cas, ce qui a été fait, là je ne vais pas rentrer dans le détail bien sûr, mais il y a déjà en 2015-2017 des premiers travaux qui montrent la faisabilité de corriger un déficit génétique chez l'embryon humain. Alors, ceci dit, c'est possible, mais c'est possible à l'heure actuelle avec quand même une assez grande imprécision concernant le nombre d'embryons qui sont correctement modifiés. Le problème, c'est qu'il y a des mutations qui peuvent arriver ailleurs. Il peut y avoir des effets à long terme que nous ne connaissons pas du tout. Et donc, il va devenir absolument indispensable d'avoir des possibilités de contrôle de qualité et de suivi. Alors, sur le plan réglementaire, je vais passer rapidement parce que finalement les choses changent à l'heure actuelle. Je voulais simplement vous dire que, voilà, ce que je vais vous montrer ici, c'est en bleu foncé, c'est les gens qui ont accepté qu'il n'y ait pas, sur le plan légal et pénal, qu'il n'y ait pas de transfert d'embryons modifiés par Cas9 ou autre chose, et que toute recherche conduisant à une modification d'un embryon à vue reproductive était formellement interdite. C'est ce qu'on appelle la Convention d'Oviedo. Elle a été ratifiée par un certain nombre de pays, mais pas tous, y compris les États-Unis. Même la Grande-Bretagne n'a pas ratifié. Ils ont dit d'accord, mais ils n'ont pas ratifié, ils n'ont pas signé. Alors aujourd'hui, on peut, pour faire ces recherches, utiliser ce qu'on appelle des embryons dépourvus de projet parental, c'est-à-dire des embryons qui proviennent d'une fécondation in vitro avec des embryons qui sont, entre guillemets, restants, ils peuvent être soit détruits, soit donnés à un couple pour accueil d'embryons, soit être utilisés pour la recherche. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'avis du CCNE, qui a été rendu donc fin septembre, c'est d'interdire, bien sûr, de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante. On n'a pas le droit, c'est interdit pénalement, bien sûr, de faire des embryons uniquement pour la recherche. On utilise des embryons qui ont été faits dans un autre cadre et qui sont donnés avec acceptation par le couple qui a subi une fécondation in vitro. Et donc pas de commercialisation pour tout cela, bien sûr. La question que pose le comité d'éthique, c'est d'avoir quand même une plus grande souplesse sur la recherche des embryons surnuméraires, avec toujours la condition de non-transfert de l'embryon, et d'autre part de préciser quand même, quand on parle d'embryons transgéniques, là je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a plusieurs manières de voir le type d'expérience que l'on peut réaliser, et là ça nécessite d'être précisé. Voilà, alors je termine simplement en disant, voilà, je vous donne une liste en quelque sorte des questions qui sont passionnantes, parce que ce sont des questions sociétales qui dépassent largement l'aspect technique dont je vous ai parlé. Il y a un aspect financier qui est majeur. On parle de centaines de millions de dollars, hein, je vous l'ai indiqué. Donc il y a vraiment là des aspects importants, des aspects de propriété intellectuelle, des aspects commerciaux. La question des modifications de la lignée germinale, je vous l'ai dit. L'information du public. Moi, je suis ravi que vous soyez là, nombreux, honnêtement, parce que à l'heure actuelle, il y a des étudiants, monsieur le proviseur, en classe de première, qui ont choisi dans leur TPE comme sujet CRISPR-Cas9 chez l'homme. Et ils m'ont écrit, ils m'ont envoyé, j'avais fait un topo un peu similaire qu'ils ont repéré sur le site de l'Académie des sciences. Et donc, après qu'ils aient rendu leur devoir,
Ils m'ont vraiment fait plaisir. D'abord, ils m'ont envoyé des photos, machin, etc. C'était très sympathique. Et ils m'ont dit, on a fait un petit sondage chez nos followers, les étudiants de leur âge, donc sur Twitter ou sur Facebook, je ne sais pas. Toujours est-il que sur les 200, il y avait à peine 10% qui étaient sensibilisés à ces questions-là. Des jeunes, donc 17 ans en première. Donc c'est intéressant. On estime à l'heure actuelle que le public accepterait à 80%, s'il est instruit, de lire son génome, condition de pouvoir le comprendre, et presque 80% ne seraient pas contre d'avoir une forme ou une autre, ne rentrons pas dans les détails, de thérapie à partir de CRISPR. Mais ça pose des questions éthiques et philosophiques évidentes. Je dois dire que le comité d'éthique replace, je dirais, l'ensemble dans une réflexion générale. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons faire de l'espèce humaine? Dans quel cadre ces recherches et ces réflexions doivent-elles s'inscrire? Ils prennent une hauteur de vue que je trouve importante et qu'on ne voit pas toujours quand on est un peu plongé dans les aspects techniques. Les cliniques dévoyées, je vous en ai dit un mot, c'est pas un rêve. Il y a eu un papier dans une excellente revue d'un individu, je ne peux pas dire autrement, qui a fait une injection dans un bras de CRISPR avec un gène qui augmente la force musculaire, et dans l'autre bras, il s'est injecté un placebo pour voir si du côté là, c'est fou. Dieu merci, il s'est rien passé, mais il est toujours vivant. Alors voilà. Donc voilà, je voulais simplement vous dire tout ça et vous dire que c'est un travail qui, comme vous le voyez, sur les gens que j'ai pu consulter, et ils sont d'origine très variée, ce sont des gens que j'ai consultés depuis 2 ans, 2 ou 3 ans, puisque la technique ne date que de 2015. Et vous allez en entendre parler, et peut-être aurez-vous ainsi quelques éléments de plus, et puis surtout des questions à poser, si on a un peu de temps pour discuter. Je suis à votre disposition. Merci.